Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois dans Triangle Socle du Congo. Trisoko, votre émission de toute la semaine. C'est comme toutes les fois avec monsieur Dieudonné Bouffoumanou. Bonsoir et bienvenue encore une fois. Merci, bonsoir et merci. Voilà, on se retrouve pour parler de notre sujet. On parle depuis un certain moment du développement de la RDC 60 ans après et nous parlons justement dans les domaines qui nous concernent, les trois socles qui nous concernent qui sont les impôts, l'agriculture, mais également la spiritualité. La fois passée, nous avons parlé des impôts. Beaucoup de gens nous ont suivis et ont posé des questions autour des impôts et surtout la culture fiscale qui est faible en République démocratique du Congo et qu'il fallait trouver des vraies solutions pour y remédier. Mais vous avez soulevé l'autre fois que avant l'indépendance, les Congolais, du moins ceux qui avaient un revenu, payaient correctement, si pas dire correctement, mais payer au moins leurs impôts. Mais après l'indépendance, comme les impôts, la défiscalisation était l'un des moyens de pression des pères de l'indépendance pour convaincre la population à adhérer à l'idée de l'indépendance. Cela a également impacté la mentalité de notre population sur cette question. Mais nous avons une préoccupation de l'un de nos téléspectateurs qui voudraient savoir pourquoi payer les impôts lorsqu'on ne sait pas justement à quoi servent ces impôts. Bon, évidemment, merci beaucoup d'abord pour cette parole. Nous avons... C'est une question simple mais qui revient souvent. Oui, une question simple, mais soit des personnes qui ne veulent pas, bon, non pas qui ne veulent pas comme tel, mais qui ne comprennent pas encore l'importance de l'impôt, ou des gens qui ne veulent pas voir la réalité en face. La façon la plus simple aussi de répondre, mais le pays existe, la République démocratique du Congo existe-t-elle, oui ou non? Ça, c'est la première question qu'on peut lui poser. Si ça existe, est-ce qu'il y a une certaine organisation de ce pays-là? Même si non, mais ça, ce sont des questions qui sont simples et auxquelles nous connaissons aussi des réponses. Mais justement. Mais à quoi servent nos impôts? J'arrive, mais c'est ça. C'est aussi simple mais complexe. Pas très complexe. Dire à quoi servent les impôts, mais c'est justement pour aider le pays à avoir des moyens. C'est à partir de ces moyens-là que le pays va faire ce qu'il peut faire. C'est-à-dire construire des écoles, des routes, les hôpitaux, ainsi de suite. Maintenant, pour construire une école, ça coûte combien? Parce qu'il faut acheter le ciment. L'État n'a pas une usine de ciment. Il faut acheter les barres de fer. L'État a une usine de ciment. Sinat, ça appartient à l'État, non? Ah non. Il faut maintenant entrer dans les détails pour dire si c'est oui ou non. Même si ça appartenait à l'État. Mais l'usine doit fonctionner. Les matières premières, ce n'est pas l'État qui les fabrique. Ou les papiers nécessaires pour emballer les ciments. Bon, en fait, ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que l'État a besoin de l'argent pour construire ne fût-ce qu'une école. Mais l'État doit-il tourner la planche à billets pour construire cette école, pour construire les routes, pour payer les fonctionnaires? Est-ce qu'il faut tourner la planche à billets? La réponse est non. La planche à billets sert aussi par moment, mais c'est lors des cas exceptionnels. Mais sur le plan normal, ce sont les impôts qui sont payés. Cet argent sert justement à payer les travailleurs, les fonctionnaires, les militaires, ainsi de suite. Ça, c'est déjà au moins une réalité. Parce que l'État existe. Oui, c'est une réalité. Je sais que cette question, on ne la pose pas au ministre des Finances directement, mais vous comprenez quand même le méandre, comment les choses fonctionnent. Mais la gouvernance fiscale dans notre pays pose problème. Parce que même vous l'avez relevé. Oui, c'est-à-dire, raison pour laquelle j'ai toujours soutenu. Moi, personnellement, je ne suis pas partisan d'une sanction immédiate contre tout le monde sur le plan fiscal. Parce qu'une sanction immédiate veut dire que tous les Congolais doivent être sanctionnés. Nous tous. Parce que d'une façon ou d'une autre, nous ne respectons pas les impôts comme il se doit. D'une façon ou d'une autre. Et on peut les prouver à maintes reprises. Mais on parle parfois aussi de peu qui rentrent
Mais justement, dont on voudrait bien voir l'impact. Voilà, maintenant, par rapport au peu qui entre, raison pour laquelle j'ai parlé des écoles qui existent, quelques hôpitaux qui existent, les policiers, ils existent, on les voit dans la rue. Non, mais parlez aussi de la qualité des écoles et des vies de ces fonctionnaires. Non, d'abord, l'existence de ces éléments-là, la police, l'armée, tout ça, ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe. Mais avec quoi les policiers payés, les fonctionnaires payés? Avec le peu là. De ce peu-là qui entre, paye tout le monde. On fait face à beaucoup de choses, à la construction des routes, ceci ou cela. Maintenant, ce minimum existe. Donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Ce minimum existe. Bon, maintenant, la préoccupation qui devait être celle des téléspectateurs, c'est de dire, nous payons, d'abord, est-ce que tout le monde paye? Première préoccupation. Bon, ce que nous payons, est-ce que c'est suffisant? Si tout le monde payait, oui. Pourquoi nous sommes encore pauvres? Parce que ce qu'on paye est insuffisant. Mais là, on peut arriver au niveau de la gouvernance. On peut accuser les chefs de l'État, on peut accuser les ministres. Mais nous qui voyons la situation fiscale, nous dirons que c'est malhonnête. De la part de la population congolaise d'attaquer les autorités de cette façon-là. On peut les attaquer, mais pas de cette façon-là. Ah, ok. Oui. Maintenant, parce que l'autorité peut dire, mais vous m'aviez donné combien pour que je fasse... J'ai toujours pris l'exemple des vieux euros. C'est-à-dire un vieux euro qui réclame à son épouse toujours le poulet et la viande, alors qu'avant de sortir, il laisse à peine 1000 francs la femme. Donc, femme, débrouillez-vous, mais moi, quand je reviendrai à la table, je dois voir poulet, viande. Et cet exemple-là est réaliste dans le contexte fiscal congolais? Ah oui, le peuple congolais ne donne pas assez d'argent à l'État, mais il revendique beaucoup. Ah, les routes sont mauvaises, les hôpitaux... Mais vous revendiquez en fonction de quoi? En fonction de ce que vous donnez? Vous ne donnez rien. C'est vrai que je ne veux pas revenir sur une question ou bien sur un sujet dont je connais déjà votre réponse. Un pays aussi riche, avec des ressources autant. Oui. Je ne voudrais pas entrer là-dedans, mais au moins, on peut parler aussi des efforts de cette autorité publique à mobiliser cette population autour d'une question aussi essentielle comme les impôts. Mais là, nous sommes à ce niveau-là. Ça manque, ça oui, aussi, cette impulsion qui vient au sommet. Nous sommes à ce niveau-là, raison pour laquelle moi j'insiste par rapport à ça. Bon, il n'y a pas seulement cette impulsion, mais on parle également, je ne veux pas citer le mot coulage, bien qu'il sort déjà, mais je vais parler également de la mauvaise gestion de cet impôt. Justement, c'est-à-dire la mauvaise gestion, je ne peux pas dire que l'impôt... je ne dis pas carrément mauvaise gestion, mais une gestion discutable des impôts, des recettes publiques. Quel que soit ce qui peut être dit, quel que soit le commentaire qui peut être avancé par qui que ce soit, mais moi je vous ramène aux faits et aux réalités de notre pays. La RDC est un pays pauvre. Pourquoi c'est pauvre? Parce que le budget est faible. Pourquoi le budget est faible? Justement parce que les impôts ne sont pas bien collectés et ceux qui doivent payer l'argent à l'État ne payent pas correctement. Vous parlez d'un pays pauvre, d'un pays aussi avec toute cette situation que vous décrivez, mais il y a un autre politicien qui a dit que c'est un pays en faillite. Non. Ça, c'est son point de vue, mais je ne dirais pas ça. Parce qu'un pays en faillite, c'est aussi grave. C'est comme si, toutes nos dépenses sont payées par l'extérieur, ou nous sommes incapables de payer toutes nos dépenses, et puis il n'y a pas d'espoir encore de faire quoi que ce soit. Une société peut connaître une grande perte pendant 2 ou 3 ans, mais la 4e année, la société est renée. Et on a connu beaucoup de cas comme ça. Donc la faillite, on tend vers la cessation même des activités. Mais nous, ça fait 60 ans. Peu importe. On va renaître quand? Non, attention. Raison pour laquelle j'ai toujours renvoyé aussi les gens à ce qu'on appelle la loi de l'évolution. La RDC va exister. Et nous évoluons ou bien nous régressons? Non, par rapport au pays.
le pays, la RDC va vivre pendant combien d'années? Non, mais c'est comme un vieux garçon. C'est 1000 ans, Un peut-être. vieux garçon qui n'a pas sacrifié du temps pour se former et aussi chercher sa vie. Non, moi ce n'est pas ça la logique, la vision que j'ai. La RDC ne va pas vivre pour 100 ans ou 200 ans. La RDC va vivre pour des milliers d'années. Maintenant, comme les autres pays vivent déjà depuis des milliers d'années. Maintenant, est-ce qu'en 60, s'il faut comparer seulement à partir de 60, jusqu'à aujourd'hui, y a-t-il eu évolution? Moi, je dirais oui, une grande évolution. Grande alors. Maintenant, quand on apprécie la qualité de vie de 60 à maintenant, il faut compartimenter tel domaine, il y aura des domaines où nous serons, on va voir qu'aujourd'hui c'est mieux qu'en 60. Il y a des domaines. On ne doit pas dire que tout est négatif. Le domaine fiscal, déjà, c'est non. Non, domaine fiscal, je dirais que... Par rapport à la démographie aussi. Non, Ne parlons pas du budget de l'époque parce que nous avions des services à une certaine hauteur, une démographie à une certaine hauteur, mais aujourd'hui, on parle de plus de 80 millions d'âmes qui vivent ici. Voilà. Parler de ce budget comparé au budget colonial... Non, pas au budget par rapport aux chiffres, mais par rapport à la satisfaction des besoins. C'est-à-dire le budget de l'époque aidait les gouvernants de l'époque de satisfaire les besoins de la population. Donc, par rapport à cette qualité de budget, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes foutus. Parce que le budget ne parvient pas à satisfaire la population. Donc, c'est un budget trop faible. Même si, aujourd'hui, on peut parler en termes de milliards. Oui. Qu'à l'époque, on était à 500 millions ou à 200 millions, mais le pouvoir d'achat et puis la façon de résoudre les problèmes de l'époque faisait que le budget était acceptable à l'époque par rapport à maintenant. Donc, sur le plan du budget, on a chuté. Mais le plus important pour un homme dans l'évolution de l'humanité, c'est de reconnaître cet échec. C'est ça le plus important. Parce que quand vous reconnaissez cet échec, maintenant vous cherchez des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour évoluer positivement? Et là, c'est ce travail que nous faisons, que l'homme congolais, que les politiciens prennent conscience de ce déficit que nous avons, déficit qui nous empêche de bien évoluer. Il n'y a que ça. Dès que nous aurons pris conscience que nous sommes faibles, nous avons fait ceci, mais ça ne marche pas. Dès que nous prenons conscience de ça, maintenant nous allons chercher les solutions, les stratégies pour bien évoluer. Mais vous savez, les solutions, les stratégies chez nous, c'est tout ce qui n'a pas aussi manqué dans ces 60 années. Vous avez peut-être été dans plusieurs forats qui parlent de la maximisation des recettes. C'est comme l'un de personnes que vous avez formé en matière fiscale a appelé pour parler, donner aussi son avis par rapport à cette question. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'effectivement, nous parlons de l'évolution, nous parlons des stratégies que nous essayons d'inventer ou bien de mettre en place, mais finalement, ça ne réussit pas? Parce qu'aujourd'hui, déjà avec le dollar, le franc congolais qui s'est déprécie du jour au lendemain, est-ce qu'on peut croire que le Congolais a une économie compétitive par rapport aux autres? Oui. Ça, je dois dire que c'est ça le déficit qu'on constate. C'est ça la lacune que nous constatons dans notre pays. Qui semble n'avoir pas de solution pour nous. Non, mais le grand problème, c'est que moi, j'ai toujours décrié toutes ces solutions pratiquement gigantesques que nous présentent. Et j'ai toujours, surtout sur le plan fiscal, ce sont des propositions insuffisantes. Je ne dis pas que ce sont des solutions mauvaises, mais insuffisantes. Insuffisantes par rapport à nos réalités? Par rapport aux réalités et à la réflexion qu'il faut apporter pour atteindre un bon résultat. Donc la réflexion est insuffisante. On dépense de l'argent inutilement. Soit disant qu'on a trouvé la solution, on doit réfléchir sur ceci ou cela, mais à la fin, il n'y a rien de bon. On a dépensé. Je vous ai toujours dit, nous sommes allés bouffer gratuitement au Grand Hôtel. Vous arrivez, petit déjeuner, à midi, vous mangez copieusement. Mais après, et puis un terme sérieux, courage des recettes. Oui, c'est sérieux, nous les non. constatons.
Tous Mais ceux qui justement- travaillent dans les services d'assiette, Non, ce n'est pas comme ça. Il faut on dit parfois qu'ils sont mieux que les autres fonctionnaires, ça vous le Ce savez. n'est Non? pas- Quand vous allez avec une telle démarche, vous faussez les données. C'est-à-dire, moi j'ai toujours dit ceci, nous avons les producteurs de l'impôt, qui sont les contribuables, les transporteurs et les consommateurs de l'impôt. Quand vous allez avec ce schéma, vous comprendrez facilement. Quand on parle de coulage, c'est au niveau des transporteurs. Parce que ce qu'on veut condamner, ah, c'est vous qui transportez mal. Ok, mais combien je transporte? Les producteurs m'ont donné combien pour que j'aille déposer chez les consommateurs? Cette réflexion ne se fait pas. C'est quand on aura compris cette réflexion qu'on dira, ah, les potentialités, c'est au niveau du Est-ce que producteur. vous pensez que tous les impôts, on les met effectivement dans ce camion-là officiel Mais qu'il non. faut amener? Ou bien il y a des impôts qui tombent par moment Raison pour dans laquelle- les poches des autres? Oui, je ne dis pas transporteurs. que les transporteurs sont des saints. Je ne dis pas ça. Mais quand on aura compris, il faut être réaliste et en approfondissant la réflexion qu'on comprend ça. Sinon, on risque de taper à côté. Maintenant, on veut réduire le fait que la faiblesse de nos recettes, c'est parce que les agents ou les régies financières bouffent tout cet argent, l'État n'a rien. Ou Ne n'a dites pas presque aussi rien. que les régies financières sont exemptées de toute reproche. Non, on ne peut pas dire ça. Il y a des reproches partout, du côté consommateur, transporteur et du côté producteur d'impôts. Il y a des reproches partout. Mais maintenant, quand on fait les statistiques, combien l'État perd par le soi-disant coulage des recettes? Est-ce qu'ils ont déjà évalué ça? Même approximativement. Rien. Mais maintenant, si on vous disait que, raison pour laquelle moi, j'ai toujours dit, s'il n'est pas là encore de sointage, que ça sointait, ça, c'est un repas, c'est là, ça ne coule pas, mais ça sointe simplement. Non, c'est un terme technique. Vous, c'est dans votre langage, vous comprenez. La raison pour laquelle je dis, ce qui tombe est minime, de loin négligeable même, par rapport à ce qui reste entre les mains des producteurs. Maintenant, pourquoi ça reste entre les mains des producteurs? C'est là le grand débat. C'est là où l'on parle de la sensibilisation. C'est là où l'on parle. Dans mon ouvrage, La faiblesse du système fiscal, nous avons longuement détaillé ça. Et d'ailleurs, nous avons tous les deux ouvrages qui parlent de la question. Nous avons la spiritualité de l'impôt. Oui. Ça, on en parlera peut-être Après, dans notre troisième sujet. Là, on parle de justement. la spiritualité. Mais Mais nous là- avons le dernier, le tout dernier, où vous parlez de la faiblesse du système fiscal de la RDC, qui semble être la base la plus importante. La cause la plus La importante. cause la plus importante du sous-développement. Justement, du pays. pourquoi? Parce qu'il y a la dimension culturelle qu'il faut attaquer pour que l'impôt soit bon. Il y a la dimension spirituelle, la dimension économique, la dimension sécuritaire. La Toutes ces dimension dimensions- juridique. juridique, économique, toutes ces dimensions, il faut les aborder et trouver l'enseignement. Tout ça, l'information. Même notre presse est une presse sous-développée. Donc ça confirme que nous sommes dans un pays sous-développé parce que la presse n'amène pas un espoir de développement. La presse, c'est comme un ventilateur. Non, ne vous inquiétez pas. Un ventilateur- Nous avons aussi des réponses par rapport à ça. Un On ventilateur- n'a ni subside ni quoi que ce soit. Voilà, donc- mais c'est une réponse. Oui. Mais juste un ventilateur ne brasse que l'air qui est dans l'environnement, mais n'apporte pas la fraîcheur. C'est ça notre presse, elle n'apporte pas une fraîcheur, mais le brasse seulement. C'est-à-dire, il y a des nullités qui se racontent dans la société, la presse préfère se fonder sur ces nullités. Il y a des niaiseries qui se racontent à gauche, la presse préfère... Or, on Non, mais abîme le la- cerveau des non, gens. mais pour rien. attention, excusez-moi, la presse a le rôle, entre autres aussi, de donner l'espace à ceux qui ont des choses à dire. Mais justement, Et quand Mais- elles sont mais ils fausses, sont- vous, les spécialistes, venez dire la vérité. Mais Et c'est qu'on- pour ça que vous êtes là. mais justement, raison pour laquelle je vous dis la vérité que la presse, nous avons aussi une presse sous-développée. Quand la FEC parle, c'est pas la presse. Mais c'est tout le monde. Moi, Voilà. l'affaire est dans les domaines économiques. D'où il faut attaquer tous les domaines de la vie du pays, d'un peuple,
pour dénicher dans chaque domaine quelles sont les failles, qu'est-ce qu'il faut corriger pour avoir de bonnes recettes. Dans le domaine de l'enseignement, qu'est-ce qu'il faut corriger pour avoir de bonnes recettes, pour visualiser dans 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'on peut avoir comme recette. Et ce sont des théories, des hypothèses, je dirais, que vous avez développées dans tout ça, j'ai donné des idées dans cet ouvrage. Et vous pouvez facilement aussi vous en procurer au Home à Sanef, oui, sur 24 novembre. Oui. C'est là où vous les vendez facilement, oui, et à moins cher peut-être. C'est 10 $. D'accord, et alors donc c'est pour vous dire que les gens croient que non, il suffit de bloquer du côté justice, que la justice se soit rendue, on a résolu les problèmes du pays. Non. Mais pendant que vous êtes en train de rendre une bonne justice... Non, mais quand nous voyons la justice condamner les criminels économiques, ça, quand même, c'est une partie de réponse. Voilà, c'est une partie. Mais je voulais dire ceci. Bon, vous êtes fort du côté justice. Mais entre-temps, les gens ne produisent pas. Les gens vont manger quoi? De l'agriculture, il faut penser à ça. Vous avez une justice très bonne, mais il y a des rébellions, il y a des sécurités. Vous allez faire quoi? Donc, ce qui veut dire qu'il faut aussi attaquer l'aspect sécuritaire. Mais vous avez une bonne justice, mais vous ne formez pas bien vos enfants. Ils étudient des théories qui ne pourront jamais mettre en pratique. Mais est-ce que c'est bénéfique pour le pays? Non. C'est-à-dire, pendant qu'on attaque la justice, on doit attaquer la culture. Nos jeunes gens qui spéculent inutilement, preso. C'est une mendicité qui ne dit pas son nom. Mais est-ce qu'ils ont violé la loi? Non, mais ne dites pas quand même que les impôts, la faiblesse de nos impôts, qui est à la base de tout le malheur que le Congo connaît depuis des décennies. Non. C'est l'inverse. Ce sont ces malheurs-là, ce sont ces failles qui ont affaibli le fisc. Ce sont ces failles. Ce n'est pas la fiscalité qui a affaibli, ce qui a entraîné ces failles-là, mais ce sont ces failles qui ont affaibli la fiscalité. Quand on dit, on a parlé de contribution, c'est une réforme sociale. La première réforme que le Congo a effectuée après l'indépendance. Oui. Mais on parle de contribution, ils ont annulé le terme impôt pour parler de contribution. Mais est-ce qu'en faisant ça, ils avaient analysé les conséquences psychologiques? Rien. Et jusqu'à présent, est-ce qu'ils peuvent mesurer les failles sur le plan psychologique? Rien. Mais pourtant, ça fait des dégâts. Mais voilà comment on est en train de sombrer. Mais ça fait aussi plus d'une décennie que ça a changé de contribution aux impôts, mais on voulait aussi voir l'impact. Mais justement, mais le mal profond, on donne l'impression aux gens que l'impôt n'a pas d'importance. Faites ce que vous voulez, on ne vous fera rien. C'est cette impression qu'on a donnée. Et c'est ça le comportement qu'on a donné aux gens. Conséquence, les gens se sont découragés. Payer l'impôt, c'est inutile. Et on dirait les impôts, c'est une affaire des grandes entreprises seulement. Mais c'est ça la population. Or, est-ce qu'on devait s'abattre que sur la population et sur les sociétés? Parce que déjà, l'impôt sur le revenu, sur les rémunérations, ça soulève un tollé chez les fonctionnaires. Donc ça, ce sont des histoires. Mais ils les payent. Quel est ce fonctionnaire qui soulève encore son petit doigt pour dire qu'on a mal payé, on a retenu de force leurs impôts? Qui? Parce qu'ils savent que c'est normal. Même les magistrats qui voulaient entrer en grève, vous leur expliquez que non. Mais vous entrez en grève contre quoi? Lisez votre loi. Vous verrez. Et au moins là, la sensibilisation a réussi. Mais justement, cette sensibilisation doit être tous azimuts. On ne doit pas seulement se limiter aux magistrats, aux fonctionnaires. À tout le monde. Raison pour laquelle nous disons les failles sont de plusieurs ordres. C'est limité seulement à un aspect, vous tapez à côté. C'est-à-dire que vous n'allez pas booster le développement. Mais or, c'est facile d'attaquer tous ces éléments. Tous ces aspects-là, on peut les attaquer facilement. Mais est-ce que la faiblesse n'est pas aussi due à notre système? Parce que nous sommes dans un système déclaratif. Tout ça, je vous dis, tout ça, ce sont des termes. La réalité, nous avons une fiscalité faible. Mais quand on est dans un régime déclaratif, est-ce que nous avons en face de nous, parce qu'on présume la sincérité, on vous respecte. Ah, monsieur, vous êtes un ange. Par conséquent, venez payer les impôts, déclarer selon vous-même. Mais si vous étiez un ange bien inspiré de Dieu, vous allez faire quoi? Vous allez déclarer correctement.
Mais c'est parce qu'il n'y a pas aussi de contrôle fiscal Non. rigoureux. Quand nous sommes dans un régime déclaratif, vous n'avez même pas peur du contrôle. Vous ne pouvez même pas penser au contrôle. Vous déclarez ce qui est sincère, ce que vous trouvez sincère, c'est ce qu'il faut déclarer, c'est tout. Mais vous êtes les premiers à venir mentir. Vous êtes les premiers à frauder. Vous êtes les premiers à ignorer. Donc, c'est comme ça ne vous dit rien. Alors, tout ça, c'est déjà un point de départ. Mais est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait que nous sommes encore dans l'informel, c'est-à-dire l'argent circule aussi entre les mains des individus et que chez nous, l'argent, ce n'est pas en banque. Hein. On peut aller facilement décaisser $1 million dans un compte en banque en République démocratique du Congo. Cela, peut-être, est encore courant. Est-ce que ce n'est pas aussi parmi nos faiblesses et que les banques pouvaient aider l'État aussi à tracer tout l'argent qui peut circuler entre les individus et surtout entre les comptes? Mais juste, c'est tout. Voilà maintenant, vous-même vous êtes en train d'élargir le cercle des faiblesses. Vous comprenez maintenant que les faiblesses sont de plusieurs ordres. On ne doit pas se focaliser à un seul aspect. Plusieurs ordres. Là, nous sommes dans le domaine monétaire. Mais le domaine monétaire est régi par des lois. Et quand ces lois-là sont prises, mais il faut les respecter. Mais quelqu'un qui ne respecte pas, qui n'est pas puni. Mais est-ce que les banques, d'abord, elles ont le droit de retenir les impôts sur les salaires ou bien l'argent, les fonds d'un individu? Non. Sans pour autant qu'il y ait... Non, la banque, elle, ne fait que garder l'argent d'autrui. La banque ne peut pas mouvementer les comptes de quelqu'un sans son consentement. Donc, elle n'est pas là pour gérer ce genre d'histoire. Ce sont les sociétés ou les individus qui ont l'argent en banque qui doivent dire aux banques, payez ça à tel, pour telle raison. C'est tout. Donc, la banque n'est pas là pour se casser la tête pour dire pourquoi vous ne payez pas les impôts. Non. La banque, vous venez déposer votre argent et puis vous faites ce que vous voulez de votre argent. Vous n'avez pas payé les impôts, ce n'est pas le problème de la banque. Donc, là n'est pas le problème. Je vous dis que dans l'ouvrage, on a bien circonscrit les failles. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est clair et simple. C'est un ouvrage simplifié. Ce n'est pas un ouvrage scientifique. C'est-à-dire avec un style scientifique. C'est un outil de communication. C'est un outil de communication, une pensée libre. Raison pour laquelle, dans cet ouvrage, vous ne verrez pas de références selon tel auteur, tout ça. Moi, je suis scientifique. Je pouvais faire ça aussi. Mais ça, c'est un ouvrage scientifique. Mais ici, c'est un ouvrage de sensibilisation. Un français simple, compréhensible par tout le monde. Et une pensée libre. Donc, c'est ça. Alors, par contre, la spiritualité de l'impôt, parce que c'était un ouvrage, d'abord de grande curiosité, il fallait donner certaines références pour soutenir ce qu'on développait. Mais dans le deuxième, ce sont des faits connus de tous. Pour dire que nous sommes pauvres, il faut vraiment lire un ouvrage d'un savant. Non. Et dans cet impôt, vous avez mis en évidence le fait que l'impôt, chez nous, c'est devenu également un problème social. L'impôt devrait être un problème social, un fait social. Mais malheureusement. De la même façon, quand on parle de la santé dans nos familles, dans nos maisons... Coronavirus, par exemple, c'est l'exemple que vous avez donné. Justement, on devait parler de l'impôt de cette façon-là, de l'éducation. Parce que l'éducation, on en parle partout. Les maladies, on en parle partout. Pas seulement dans un cabinet de savants. Même dans la maison, vous allez chez une vieille personne, mais on parle de maladies, on parle de l'école, on parle de tout ça. Donc l'impôt devait aussi être un des sujets qui serait partagé par tout le monde. Malheureusement, même dans les programmes politiques, les projets des sociétés, les programmes de campagne, on parle peu d'impôts. J'avais suivi en 2011, en 2006, quand l'honorable Kengo était candidat, il n'y a que son plan où il a parlé de la fiscalité. C'est tout. Ah, vous avez vérifié tous les autres plans? Oui. Okay, moi, j'étais attentif. Il était candidat en 2011. En 2011. Kengo était candidat en 2011, oui. En 2011. Ah, ok. J'ai bien, en tout cas, ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je vais voir chez les autres. Je pense que vous avez bien
vérifiez, sinon vous allez vous attirer la foudre des autres partis. Si. On n'y est Ceux pas, mais au moins... Personne n'a parlé de ça d'une façon telle que Kengo l'avait fait. Ah, ça, je le dis sincèrement, parce que j'avais vérifié. Bien qu'il ait eu seulement 7%, est-ce que ce n'est pas aussi parce que ce sont des questions qui n'intéressent pas peut-être, la population? Peut-être. Mais au moins, lui a attiré l'attention de la population. Mais malheureusement, la population qui ne connaissait rien n'a pas suivi. Maintenant, ça nous rattrape. Voilà, Monsieur Bifouman, nous parlons développement de la RDC 60 ans après. Nous avons largement parlé des impôts, mais parlons également d'agriculture. Qu'est-ce que notre agriculture a été, ce qu'elle est devenue et ce qu'elle adviendra? Parce qu'on dirait tous nos produits de consommation, et justement dans les domaines alimentaires, sont pour la plupart importés. Bon, je ne parle pas des Fumbo et des Makala, mais au moins une bonne majorité. Même les huiles, nous les importons aujourd'hui. Notre agriculture, qu'est-ce qu'elle a été, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle deviendra? Oui, justement. C'est-à-dire, dans notre pays, c'est comme si on croit que l'homme peut vivre en buvant seulement de l'eau ou en respirant. Nous avons l'eau douce, l'air frais aussi. Justement. C'est comme si, parce que l'eau, on peut trouver ça gauche-droite, et puis l'air est là. La nature humaine, vous voyez, c'est un plan purement philosophique et métaphysique. Ce n'est pas l'homme qui a créé l'homme. Dieu, quand il nous a créés, pourquoi nous a donné cette chair? Mais on pouvait être comme des pierres, où on ne mange même pas, on avait besoin de l'oxygène, mais avec un petit cerveau qui réfléchirait, on continuerait à se mouvoir. Mais Dieu nous a dit, vous devez avoir la chair. Mais quand il nous crée avec cette chair-là, il nous oblige à manger chaque jour. Nous ne sommes pas comme des boas, vous mangez aujourd'hui, et puis pendant une semaine, vous ne prenez rien. L'homme doit manger chaque jour, à moins de le vouloir, que non, moi, jeûne et prière, je ne mange pas pendant 2 jours. Ça, c'est vous-même. Mais pendant que vous avez le ventre creux, vous êtes en train de jeûner, mais vous souffrez aussi de la faim. Donc l'homme doit manger chaque jour et bien manger. Pas seulement grignoter ou, disons, peut-être manger un petit rien. Non, n'importe quoi, non. Il doit bien manger qualitativement et quantitativement. Ça, c'est Dieu qui veut ça, ce n'est pas nous. Maintenant, dans un pays, les pays est constitué des hommes. Mais il faut leur garantir, les manger. Vous voulez dire que les Congolais mangent mal? C'est vrai que dans plusieurs rapports, nous sommes classés parmi les pays où nous avons des enfants malnutris. Bon, ça c'est la réflexion de l'OMS ou de l'UNICEF qui peuvent dire ça, c'est leur affaire. Mais nous, à moins qu'on nous dise qu'au Congo nous mangeons, tout le monde mange très bien et suffisamment. Si tel est le cas, bon, mon raisonnement tombe dans l'eau. Pourtant, c'est faux. Justement. Pourtant, les Congolais ne mangent pas suffisamment et de la bonne manière. L'alimentation fait partie des vrais besoins de notre pays. Ouais. Maintenant, la préoccupation du gouvernant, est-ce que mon peuple trouve-t-il facilement à manger? Peut-il manger selon son besoin? C'est ça la question. Et puis, on ne doit pas avoir des carences. Que non, vous voulez acheter ceci, non, il n'y a rien sur le marché. Non. Donc, il y a beaucoup de diversité. Chacun choisit ce qu'il veut manger. Mais est-ce que maintenant, en 60, les colons tenaient compte de ça avant l'indépendance? Et ils surveillaient dans les villages. On vous obligeait, plantez ceci pour votre nourriture. Et si vous plantez ceci, c'est pour la commercialisation. C'est ainsi que le Congo était... Les colons apportaient même certaines variétés d'arbres. C'est tout ça. Et le Congo était devenu un pays agricole, de très grande facture. Et déjà, c'est un pays à vocation agricole. Mais oui, mais la Malaisie venait s'inspirer de chez nous. J'ai visité le CNRA en Côte d'Ivoire, à Abidjan, l'équivalent de l'INERA de chez nous. L'INERA chez nous, il existe toujours. Hein. Il existe. Mais comme nous sommes un pays sous-développé, l'INERA aussi est sous-développé tel qu'ils sont là-bas. Mais quand on a visité, j'ai visité CNRA, ils m'ont dit, mais le cacao
le café, la Côte d'Ivoire, c'est le plus grand producteur de cacao au monde. Est-ce qu'ils ont le meilleur climat au monde? Il n'y a que qui ont le meilleur climat au monde. Il n'y a que qui ont la plus grande étendue au Et monde. vous voulez dire que sur papier, c'est faux? Non, si, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont les premiers producteurs, ça c'est vrai. Et ils produisent le café plus que nous. Mais quand on voit l'étendue de la Côte d'Ivoire, mais c'est la RDC divisée par 6. C'est-à-dire, nous pouvions dire, bon, les grands bandundu, désormais, consacrez-vous au cacao. Mais en un temps record, on devient premier producteur, on dépassera la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, nous aurons des plantations plus grandes que la Côte d'Ivoire et la production sera plus grande que la Côte d'Ivoire. Mais l'agriculture demande des gros moyens. Mais malheureusement, avec déjà un budget faible dont on vient de parler ici, c'est déjà un vrai problème. L'agriculture a aussi des orientations. L'État oriente les choses. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'État ivoirien qui est le plus grand producteur. On parle de la Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a des agriculteurs qui sont lancés dans ces domaines-là. Il y a des coopératives pour le cacao. Donc, ce sont les privés. Les privés. Nous aussi, si on avait bien orienté... Non, mais si ce sont les privés qui ont fait ça, et pourquoi vous voulez indexer l'État? Non, 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 non. L'État favorise le travail des privés, oriente, encadre les privés. Mais il y avait des plantations, des cafés, des palmiers, tout ça. Mais le même État n'a pas encadré ses producteurs, au contraire, les a tués. Comment? Mais avec la zarianisation, avec les mauvaises routes. Ah, j'attendais que vous parliez aussi des impôts. Non, non. Parce que chez nous, on parle parfois aussi des tracasseries fiscales. Non, non, nous sommes dans le domaine de l'agriculture. Voilà. Dans le domaine de l'agriculture, l'État n'a pas favorisé. Parce que quand les routes ne sont pas bonnes, les villageois ou ceux qui doivent travailler sont découragés parce qu'ils ne peuvent pas évacuer, ils ne peuvent pas vendre. Oui. Alors ça, c'est un découragement. Mais qui doit arranger les routes? C'est l'État. L'État n'a pas non plus encadré la population dans le sens de préserver les acquis. Mais la population elle-même... Est-ce que ce sont les politiques agricoles qui manquent dans notre pays? Justement, les politiques, moi je dis que c'est insuffisant. Il y a un code agricole. D'ailleurs. J'avais publié, pas publié, mais j'avais fait une réflexion, le mariage agricole et l'opération arbre fruitier. C'est déjà vers la fin parce que... je suis allé avec cette réflexion au ministère de l'Agriculture. On m'a dit non, nous avons notre code agricole. Code agricole, mais ça n'a rien à voir avec le mariage agricole et l'opération arbre fruitier. On en a parlé, des émissions. Et j'ai reçu un coup de fil du ministère de l'Agriculture pour dire, mais votre réflexion, comment nous pourrons la rentabiliser? Mais il y a des idées qui peuvent aussi booster l'agriculture. Dans le cadre de... Nous sommes des experts, on s'est spécialisé dans la politique agricole. Je ne suis pas agronome, mais on s'est spécialisé dans la politique agricole, c'est-à-dire réfléchir sur les idées. Quelles sont les idées qu'on peut donner aux gouvernants pour que l'agriculture soit boostée? Faire dépenser le gouvernement. Quels que soient les mécanismes. Mais malheureusement, c'est comme si les pays ne s'occupent pas de ce genre d'idées. Donc l'agriculture est très faible chez nous. Très faible. Nous ne sommes plus les premiers producteurs de l'huile de palme. On est... Nous l'avions été? Mais bien sûr. Ah, ok. Mais on produisait beaucoup de choses. La Malaisie ne pouvait pas... Elle est venue s'inspirer chez nous. La Malaisie. Cacao, la Côte d'Ivoire est venue s'inspirer chez nous. Donc c'est pour dire que nous avons perdu toutes ces valeurs-là. Alors que nous avons la terre disponible pour devenir les plus grands producteurs de cacao. Si aujourd'hui on s'est décidé, bon, on commence à planter le cacao aujourd'hui, 10 ans après, quand les arbres vont commencer à donner, je ne sais pas la durée des productions pour que ce soit à terme, mais dès qu'on commence la production, la Côte d'Ivoire pourra s'agenouiller. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Même les cafés, c'est la même chose. Les bananes, ça aussi c'est compliqué. Nous avons un projet qu'on appelle le projet Mankondo pour essayer un peu de booster les... Mais qui s'en occupe? On se bat soi-même pour... Il n'y a rien. Or, il faut donner des revenus aux villageois. Ça va régler même les problèmes de l'exode rural.
Ça va donner la possibilité à ceux qui sont dans les villes, qui ne font rien, de descendre pour Donc, aller on peut travailler. créer des millionnaires à travers également l'agriculture dans notre pays. Beaucoup de On va en millionnaires. parler prochainement, s'il vous plaît, parce que nous sommes arrivés à la fin. Surtout, merci d'avoir répondu à nos questions, mesdames et messieurs. Nous reviendrons prochainement pour parler de ce sujet aussi important, parce que j'ai vu M. Bifouma nous en parler avec beaucoup plus de chaleur. On va approfondir la fois prochaine et parler également du changement de mentalité qu'il faut pour parvenir à ce développement que nous envions 60 ans après, malheureusement. Alors, on se retrouve prochainement avec le même plaisir et sur la même fréquence. Au revoir.